Allô, Johan Vivier? Oui. Oui, bonsoir, c'est Christian Estorel de la station Ville Lumière. On peut prendre un petit peu de votre temps pour une interview? Pas de problème. Ok, donc bonsoir et bienvenue sur notre station. Je suis donc Christian Estorel, comme je venais de vous le dire. Je suis le spécialiste du foot féminin sur Ville Lumière, la web radio. Ce soir, je suis accompagné de Stéphane Chamignan, de psychologue et préparateur mental, qui vous posera 2-3 questions à un moment donné dans l'émission. Donc, comme je fais à chaque fois, je présente un peu les invités que je reçois. Donc, Johan Vivier, vous êtes donc entraîneur des gardiennes de l'Olympique Lyonnais. Donc, c'est votre première, vous venez de faire votre première saison. Vous êtes né, alors suivant les infos que j'ai, vous êtes né en... Alors, suivant le site de l'Olympique Lyonnais, vous êtes né en 70, mais je sais que c'est pas ça. Donc, apparemment, vous êtes né le 5 février 83. Ah oui, c'est Si ça. je m'abuse. Oui, voilà, parce que, juste pour vous dire, c'est très rectifié de la part du site de l'Olympique Lyonnais, vous êtes indiqué au 1er janvier 70. Oui, je crois qu'il y a au niveau de tout l'encadrement de l'OL féminin, il y a pas mal de personnes qui sont nées en 70. Effectivement, Oui, je crois. Dans mon cas, ce n'est pas le cas. Oui, et sinon, vous avez également été gardien par le passé, donc à Saint-Didier, c'est ça? Au club de Oui, c'est ça, j'ai eu un parcours, voilà. je suis originaire de la région lyonnaise, de Villefranche-sur-Saône. J'ai fait 15 ans au centre de formation de l'AS Monaco, j'ai passé 6 années là-bas. Voilà, et puis après je suis revenu un petit peu sur la région, j'ai dû arrêter de jouer, on va dire, à un niveau national CFA en raison d'une blessure. Je m'étais cassé la jambe, j'ai eu pas mal de mal à revenir. Et puis j'ai trouvé un emploi dans le club de Limonest Saint-Didier qui accède cette année à la CFA2, qui est un club de BH de la région lyonnaise. Donc ça m'a permis de continuer à jouer, mais de façon amateur, mais surtout d'entamer ma reconversion. Puis c'est lors de ce passage à Limonest que j'ai pu passer mes diplômes d'entraîneur. Et puis depuis 2012, être à l'Olympique Lyonnais en charge des gardiennes. Voilà. Donc, justement, moi, en tant que spécialiste du foot féminin et très grand fan de l'Olympique Lyonnais féminin, j'aurais des questions à vous poser entre autres, sur le fait que Sarah Badi, vous avez peut-être vu les résultats donc, des prix qui ont été décernés, entre autres, pour l'équipe type. Cette année, donc, Sarah Badi n'a pas reçu de prix. Elle n'est pas considérée non plus parmi les remplaçants, donc parmi les secondes, les troisièmes, les meilleures gardiennes. Est-ce que vous savez un peu comment elle a pris sa saison et comment elle a pris ce non-titre en fait la concernant? Parce que c'est vrai qu'elle est tout de même la gardienne de l'équipe de France, elle est quand même une gardienne exemplaire. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça si vous avez quelques infos? Oui, on n'en a pas réellement parlé. Après, d'un point de vue général, c'est vrai qu'à Lyon, Sarah n'est pas toujours autant sollicitée que certaines gardiennes, donc c'est peut-être aussi cela qui explique ce fait. Maintenant, Sarah, je pense, a suffisamment de recul avec ça. Elle sait qu'elle est titulaire à Lyon, qu'elle est également titulaire en équipe de France. Donc je pense, c'est vrai que ces petites distinctions font toujours plaisir, mais maintenant, je pense que certaines gardiennes ont eu plus de chances peut-être de se montrer et de briller qu'elles au cours de la saison. Et voilà. Est-ce que vous ne trouvez pas justement, parce que c'est moi-même ce que je pensais quand j'ai vu les résultats, parce que c'est la gardienne de Soyo qui a fait finalement une belle saison, qui a été sollicitée, qui est pas mal, qui a pris. Donc est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut être un inconvénient finalement d'être gardienne dans le foot féminin, d'être gardienne de but d'une trop grosse équipe et finalement d'une équipe surtout qui marque beaucoup, qui a beaucoup moins fait en défense et donc peu l'occasion de briller? C'est sûr que quand on est gardien, on a plus de chances de briller quand on est beaucoup sollicité. Après, ce qui peut faire aussi la force de Sarah, c'est de pouvoir être là au bon moment. On demande aux gardiens d'être décisifs, donc forcément, quand on est énormément sollicité, à un moment donné, c'est logique, je pense, qu'on brille. Après, ce qu'on demande à Sarah, c'est de briller au bon moment et être décisif. Donc, moi, je pense que justement, ça peut
peut-être que c'est frustrant pendant le match de ne pas toucher énormément de ballons. Après, apprendre à être décisif au bon moment, être concentré pendant toute la durée du match, ça peut être, pour moi, à mon sens, un plus pour la suite de sa carrière et pour les échéances internationales à venir, j'espère pour elle. Et vous, personnellement, donc comment vous travaillez un peu, en quoi consiste, enfin, votre travail, on sait un petit peu, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas si bien que ça les entraîneurs de gardiens et de gardiennes. Donc, en quoi consiste votre travail auprès des gardiennes comme Sarah, particulièrement, et les conseils que vous vous donnez, enfin, plus sur un plan sportif physique, je dirais pour l'instant, le thème plutôt du montage sera abordé un peu plus tard par mon confrère, mais plus d'un point de vue donc physique, comment vous les préparez, comment vous travaillez, vous aussi, en tant qu'entraîneur avec les gardiennes? Déjà, on travaille en concertation avec Patrice Terre, avec l'entraîneur général, pour savoir les moments où il souhaite disposer des gardiennes. Après, d'une manière générale, la semaine se déroule avec une séance spécifique complète, où les gardiennes sont pendant, c'est variable, mais grosso modo 1h30 uniquement avec une partie spécifique, où là, on aborde suivant un petit peu le moment de la saison. Hein. Il y a une planification qui est faite un petit peu, qui prend en compte des critères physiques, des critères techniques, et puis cette planification peut être modulée en fonction d'événements particuliers, en fonction peut-être de l'équipe contre laquelle on va jouer, qui a peut-être des caractéristiques qui pourraient les mettre en difficulté pendant le match. Et puis au niveau des autres séances de la semaine, c'est un travail souvent de répétition ou d'échauffement avant une partie jeu. Et puis on a la séance de veille de match où là, un petit peu comme pour les joueuses de champ sur de la vivacité, sur un petit peu de travail de réaction. Donc voilà, les semaines se déroulent d'une manière générale comme ceci, avec une partie vraiment spécifique où là on travaille vraiment pendant 1h30, et puis de petits moments avant le cœur de la séance lorsqu'elles sont sollicitées avec les autres joueuses. Et moi, je me suis souvent posé une question, alors j'en profite de pouvoir le poser pour que d'autres personnes en profitent de votre réponse. Je me suis souvent posé la question, lorsqu'il y a l'échauffement d'avant-match, est-ce qu'il vous arrive est-ce que ça peut vous arriver de sentir que Sarah, puisque c'est la première gardienne, était peut-être moins en forme, et de vous dire peut-être que ce serait peut-être d'autres gardiennes qu'il faudrait peut-être mettre à la place et d'en parler à l'entraîneur? Ou si vous étiez un jour dans cette situation, est-ce que vous pensez que vous pourriez gérer cette situation ou en parler justement à l'entraîneur de l'équipe? Non, après, en ce qui concerne l'échauffement du match, la hiérarchie est bien définie au niveau des gardiennes. Donc oui, il y a parfois des matchs où on peut sentir que la gardienne est un petit peu moins bien à l'échauffement. Après, surtout ce qu'il y a à faire, là, c'est lui redonner confiance et justement ne pas laisser transparaître qu'on puisse ressentir qu'elle est un petit peu moins bien et faire vraiment comme d'habitude. Après, si oui, dans des entraînements sur plusieurs semaines consécutives, on sent qu'il y a vraiment une baisse de régime, moi je le ressentirais, mais je pense que l'entraîneur a aussi son point, il le ressentirait également. Donc, dans un cas, on va dire extrême, comme vous en parlez, je pense pas que ça soit, on va dire, nécessaire et qu'il faut avoir un œil d'expert pour s'en rendre compte. Après, pour répondre à votre question première, non, sur un échauffement de match, voilà, il y a une hiérarchie qui est définie et ça n'arrivera jamais de dire, sauf blessure, bien sûr, ou événement improbable, mais sur des petits ressentis, non, on changera pas comme ça à un quart d'heure du début du match. Ça m'amène en fait à la partie du montage, et pour ça je vais en profiter pour passer la parole à mon collègue Stéphane Chamignan, et qui va poser quelques questions justement sur le domaine de la préparation montage, en particulièrement des joueuses, et donc je pense qu'il est en ligne. Donc Stéphane? Oui, bonjour. Oui. Est-ce qu'on m'entend bien déjà? Parce que... Oui, c'est très très net, mais ça va. D'accord. J'étais en train de lire quelques articles. Bon, déjà bonjour Monsieur Vivier. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Et je lisais quelques articles d'un psychologue que vous devez connaître, Christian Ramos. Oui.
qui est spécialisé donc qui est un de mes confrères, puisque je suis aussi psychologue, et spécialisé aussi dans l'approche en préparation mentale pour l'équipe de France de football féminine. D'accord. Et donc je voulais savoir un petit peu par rapport à l'Olympique Lyonnais, qui est un club qui a une section féminine réputée en France. Si vous proposez un travail spécifique au poste des gardiennes, un travail spécifique en accompagnement mental tout au long de la saison à des moments clés. Alors, à l'heure actuelle, non, on n'a pas de personnes vraiment chargées de cette préparation. Bon, après, individuellement, même si je ne suis pas psychologue et je n'ai pas les compétences pour réellement entreprendre un travail là-dessus, c'est vrai j'essaye d'échanger beaucoup avec les gardiennes, sentir un petit peu les moments, comme vous le disiez, importants de la saison, savoir un petit peu repousser quand on sent que ça va moins bien, savoir être en alerte également quand tout va pour le mieux, mais pas tomber dans une sorte de facilité. Après, c'est vrai que c'est une piste de réflexion pour l'avenir. On l'a évoqué un petit peu cette année avec Sonia Bonpastor, qui est aujourd'hui la responsable de la formation, notamment en vue du recrutement des jeunes gardiennes, parce que c'est vrai que c'est un secteur qu'on prend pas forcément, j'ai l'impression, en compte au niveau des gardiennes, où le poste de gardien demande quand même de certaines qualités mentales et on s'intéresse beaucoup à la technique, à la tactique, à la compréhension du jeu, mais on va pas forcément aller chercher plus loin si je vous prends un exemple d'une fille de 13-14 ans, et ben pourra avoir cette confiance nécessaire, cette aura auprès de ses partenaires que le poste de gardien, je pense, aujourd'hui requiert. Donc c'est vrai que c'est vraiment une piste pour la suite, que ce soit au niveau du travail de tous les jours avec le groupe pro et également chez les plus jeunes. Parce que je veux insister par rapport à ce que vous venez de dire sur deux aspects. L'aspect psychologique qui n'est pas le même que l'aspect de la préparation mentale. L'aspect psychologique, c'est effectivement traiter certaines émotions qui peuvent surgir au sein du club et les traiter si possible à l'extérieur, dans un lieu neutre qui sera plus propice à la verbalisation et à l'écoute des émotions de l'athlète. Et une autre partie que vous venez d'évoquer avec le poste spécifique le poste de gardienne, qui est le travail et l'accompagnement en préparation mentale basé sur des réalisations d'objectifs, sur de la visualisation et sur des choses qui vont venir se greffer avec la préparation physique et l'entraîneur et l'entraînement que vous proposez. Il y a ces deux aspects-là que je pense qui est important et qui est à séparer. Bien sûr, bien sûr. Et effectivement, comme vous le dites, c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui en France, on a peut-être encore un peu de retard par rapport à ce type d'accompagnement dans les clubs sportifs, mais pourquoi pas? Moi, je pense que peut-être que le football féminin peut ouvrir certaines portes par rapport à ça. Oui. Je pense également, parce que c'est vrai que moi, je travaille dans le foot féminin depuis 2009. Je travaille aussi au pôle espoir féminin de Vaux-en-Velin, donc à côté de moi. C'est un des pôles espoirs qui est réparti et qui fait partie de la Fédération française de football. Et c'est vrai qu'on note des différences forcément entre des filles et des garçons d'un point de vue psychologique. Donc c'est vrai que c'est avoir un accompagnement, comme vous disiez, en dehors, bien discerner le terrain et se faire en dehors. Je pense que c'est quelque chose d'important et ça peut être une piste pour améliorer à la fois la performance, mais aussi l'épanouissement des jeunes. Oui, ça nous renvoie à la différenciation des sexes, tout simplement, où les femmes vont être plus propices à vouloir parler et être entendues, être écoutées. Donc voilà, moi je pense qu'il y a
qu'il y a une piste, que le football féminin peut, que l'accompagnement mental peut porter le football féminin vers quelque chose que le football masculin avait tendance à fermer les yeux, à fermer les yeux. Ouais, je suis d'accord avec vous, ouais. Donc, je sais pas si Stéphane, tu as d'autres questions? Non, j'ai pas de questions. Pour être honnête avec vous, je suis pas spécialiste du football féminin, mais je commence, comme beaucoup de Français, à m'y intéresser. Beaucoup de Français et beaucoup d'amoureux du ballon rond à m'y intéresser. Oui, d'accord. Après, c'est vrai que, pour être honnête aussi avec vous, quand j'ai commencé il y a 3-4 ans, je connaissais très peu le foot féminin. Après, j'ose espérer que dans les années à venir, ça sera de plus en plus diffusé déjà par les chaînes de télé pour avoir un aperçu plus grand de cette discipline. Et puis que certains clubs, à l'image du PSG, mettent quelques moyens, quelques clubs professionnels pour avoir un championnat qui regroupe des équipes, qui ait certaines infrastructures, certaines possibilités pour accueillir les équipes lors des matchs, parce que c'est vrai que, on prend l'exemple toujours du Paris Saint-Germain, quand on a un stade comme Charletti, même si après, il faut toujours arriver, je pense, à faire de plus en plus de monde, mais c'est vrai que je pense que c'est aussi ça qui va permettre d'élargir le public actuel. Oui, on en parlait aussi avec, je sais plus, un dernier invité, on en avait parlé avec, c'était Marion, non? Marion Hidalgo? Oui, avec Marion, oui. Sur la médiatisation, oui. Oui, sur la médiatisation, et je pense que ce serait important d'aller solliciter les chaînes les chaînes télévisées, les radios, à pouvoir, ça se fait déjà, mais à pouvoir mettre en avant le football féminin à travers des affiches, comme la finale. C'est très important je pense que le travail médiatique là-dessus est à accomplir. Oui, c'est sûr, même s'il y a eu du chemin de fait, je pense, depuis ces dernières années, il y a encore du boulot à faire, mais j'ose espérer que petit à petit, on y arrive. On arrive à avoir des belles affiches et que les diffuseurs s'intéressent. Et comme vous disiez, je crois qu'il y a déjà quelques, comme d'avoir des émissions comme la vôtre. Je crois par exemple Eurosport qui avait fait un plateau autour d'un match. C'est vrai que ça, c'est des choses qui sont maintenant très fréquentes et il y en a peut-être même trop pour le football masculin. Et chez les filles, c'était une première. Je crois que les derniers matchs du championnat, il y avait des matchs du Billy PSG, Guingamp-Lyon en multiplex, on va dire. Et ça également, c'était une première. Donc c'est des petites choses comme ça qui existent dans le foot masculin qui peuvent amener aussi à une plus grande notoriété du foot féminin. Ouais, et qui peuvent aussi ouvrir les portes à ce que l'on vient de parler, c'est-à-dire l'approche qui a souvent été occultée de la préparation mentale, de l'aspect mental au sein du football en général. Tout à fait. Oui, je me permets donc de rebondir parce que c'est vrai que nous parlons de médiatisation. Et moi, j'aurais une question. Nous allons avoir la finale dans une semaine. Elle ne sera pas, elle sera diffusée pas sur une chaîne nationale à forte audience. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être le moment quand même, je pense que vous serez d'accord justement que les grandes chaînes, le service public en particulier, se saisissent de ces occasions-là, de Coupe de France, de finale de Coupe de France féminine, pour enfin amener le public à regarder, parce que c'est tout de même la finale qui va faire s'affronter les deux principaux clubs actuellement en France. Juvisy n'est pas loin derrière, mais c'est vrai que c'est quand même toutes les finales cette saison en foot féminin ont lieu, puisqu'en levée de rideau, il y aura les moins de 10 ans, ce sera déjà Olympique Lyonnais PSG. Il y a aujourd'hui justement un autre match, Olympique Lyonnais PSG également, je crois que c'est dans les moins de saison, qui se passe dans la région bordelaise. Donc est-ce que vous pensez qu'il serait peut-être temps en fait de taper du poing sur la table pour commencer à dire voilà, nous on fait le nécessaire, on montre des choses
il serait temps aussi pour vous de nous aider à montrer la valeur du foot féminin. Bien sûr, chaque chose qui peut être faite dans cette optique de promouvoir ce football serait un plus indéniable. Maintenant, je prends l'exemple du handball. Les Français ont commencé à être diffusés à partir du moment où ils ont empilé les titres mondiaux, les JO, les championnats d'Europe. Et encore, bien souvent, sur les grandes chaînes publiques, on commence à montrer les matchs à partir de quart de finale, je sais même pas, peut-être demi-finale. Donc, c'est vrai que ça paraît compliqué et que peut-être qu'un titre international avec l'équipe de France, et je leur souhaite de tout cœur dans un avenir proche, serait peut-être le petit élément déclencheur qui pourrait nous faire franchir un palier. Mais encore, comme je vous dis, même avec des titres, sur certains points, ça paraît compliqué. Voilà, les joueurs français ont été et dominent, je pense, toujours le monde du handball, et pourtant on a du mal à diffuser certains matchs. Donc chez les filles, j'espère que si un titre majeur avec l'équipe nationale arrive, ça pourra ouvrir certaines portes au niveau de la diffusion des matchs. C'est vrai que, en fait, entre les spécialistes du football et au niveau de la mutualisation, on a souvent abordé ce problème du manque de titres de la part de l'équipe de France. Il y a tout de même eu le titre du tournoi de Chypre, mais ce n'est pas une Coupe du Monde ou une Coupe d'Europe ou même un titre olympique. Mais moi, je veux en revenir en fait à l'Olympique Lyonnais et sa défaite prématurée, son élimination prématurée en fait en Coupe d'Europe. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut jouer peut-être un petit peu sur un effet moindre en médiatisation de cette finale ou un petit peu sur le reste du championnat, le fait que Lyon justement soit aussi vite éliminé et en même temps je vous en profite pour vous demander comment est-ce que vous avez vécu vous cette élimination beaucoup trop rapide aux yeux de tous les fans de l'OL. J'ai entendu la fin de votre question, j'ai pas entendu la partie principale. Oui, ben, je disais en fait que c'est vrai que bon, l'Olympique Lyonnais était éliminé un peu rapidement, enfin, vraiment prématurément. Est-ce que vous pensez que ça a pu jouer peut-être un peu sur l'achat des matchs, des droits de retransmission concernant par exemple cette finale qui va avoir lieu ou ne serait-ce que plus de matchs de championnat féminin? Honnêtement, je ne sais pas si au niveau national, cela a contribué à changer quelque chose. C'est vrai que ça a été une grosse déception pour nous, je pense pour l'ensemble du foot français et des fans de foot féminin. Maintenant, c'est vrai qu'il y a l'émergence de certains clubs comme le PSG qui rendent, je pense, le championnat plus attractif. Donc je ne sais pas si l'émission en Coupe d'Europe a pu peut-être d'un point de vue extérieur, qu'on parle moins du foot féminin, certainement. Après au niveau de la retransmission des matchs, je ne sais pas si cela a été un frein. Si c'est le cas, je trouve ça dommage parce qu'il n'y a pas que la Coupe d'Europe, il y a aussi le championnat de France et on a quand même de beaux matchs dans le championnat de France. Mais c'est vrai que le championnat de France, beaucoup disent, et ce n'est pas faux non plus, qu'il n'y a pas assez de grands matchs, c'est vrai qu'il n'y a pas encore assez de clubs qui mettent suffisamment de moyens dans le foot féminin. Et c'est vrai qu'on a on a beaucoup de roues de bicyclette dans les scores, en fait, souvent. Et c'est un petit peu ce que reproche beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'on va bientôt changer? Parce que vous pensez parce que visiblement ça va être difficile. On a l'Olympique de Marseille qui a enfin seulement créé un club foot féminin qui donc va mettre des années à monter de division en division. Mais on voit par exemple que Saint-Etienne, par manque de moyens, a perdu au fur et à mesure des années quand même chaque fois toutes ses bonnes joueuses, alors qu'elle commençait là-bas et qu'elle partait et que maintenant le Saint-Etienne se porte mal. Donc est-ce que vous pensez qu'on peut espérer que ça vienne assez rapidement, un championnat suffisamment solide pour intéresser les spectateurs, les téléspectateurs? On voit certains clubs, comme le club d'Algrange qui vient d'être promu en première division, qui
comme Marseille viennent de monter en deuxième division. Après, comme vous le dites, il y a des clubs comme Saint-Etienne qui je ne leur souhaite pas, hein, mais qui risquent de retrouver des choses inférieures l'an prochain. Donc c'est complexe parce que certains clubs émergent et d'autres chutent un petit peu, comme Toulouse, qui était quand même une place forte du foot féminin, qui est tombé l'an dernier, avec un club comme Muret qui monte, donc sans faire injure à Muret, qui certainement méritait amplement sa montée l'an dernier, mais voilà, qui fait tout de suite l'ascenseur, et c'est dommage que certains clubs n'arrivent pas à pérenniser leur section féminine, ne serait-ce que pour offrir peut-être des conditions d'accueil au niveau des matchs, au niveau des stades, qui soient en adéquation avec la volonté de faire découvrir ce football et d'amener plus en plus de monde dans les stades. Donc à court terme, ça paraît complexe parce que à mon sens, il n'y a pas assez de clubs encore qui mettent certains moyens. J'espère qu'à moyen terme, ça deviendra un petit peu, on va dire, à la mode, et que certaines équipes professionnelles prennent exemple sur Lyon, sur Paris, sur Metz, qui vient de créer, enfin pas créer, mais qui vient d'intégrer une section féminine. Ça, c'est des choses positives. Après, c'est dommage que certains clubs, ne jouent pas le jeu. Oui, et on a invoqué beaucoup le fait, lors de la défaite de l'élimination de l'Olympique Lyonnais en Coupe d'Europe, que c'était dû aussi à un manque de grands matchs. Et c'est vrai que c'est tombé face aux Allemandes. Et lorsqu'on regarde le championnat allemand, eh bien, il y a beaucoup de grands clubs. Il y a Leverkusen, il y a Bayern de Munich, il y a Wolfsburg, qui sont aussi des clubs donc masculins très importants, et qui ont des clubs féminins très importants. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus rare en France. Et du coup, c'est vrai que ça joue contre nos clubs français. Mais je vais, plutôt que de vous poser sur ces questions, je voudrais finir surtout sur la Coupe de France qui arrive, la finale. On est à une semaine, en gros, à une semaine du match. Comment est-ce que va se passer, comment est planifiée la semaine au niveau de votre travail d'entraîneur, au niveau du programme d'entraînement des gardiennes, et en particulier de Sarah? Bon, déjà, avant de penser à la finale, on a aussi invoqué dans le public dimanche, donc on a encore un match à jouer contre Beaumont dimanche. Et puis, au niveau de la semaine, c'est vrai qu'on est en fin de saison, donc on n'a pas de charge de travail qui sont forcément très longues. On va vraiment axer sur un travail de répétition technique, et puis on va étudier un petit peu aussi le match qu'on joue contre Paris, et puis voir s'il y a quelques petits points à travailler ou à voir ensemble sur ce qu'on a pu voir lors des matchs, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Aujourd'hui, il y a un outil aussi que l'APE qui nous permet de revoir des matchs et d'insister un petit peu sur certains points, donc on verra sur quoi on insiste. Et Sarah, elle est comment actuellement parce que c'est vrai que vous dites qu'il y a encore un match, mais bon, le championnat est joué, Lyon, donc dire est champion de France, et donc c'est vrai que bon, on y pense quand même moins. Je pense qu'il y a quand même déjà l'esprit quand même largement porté vers la finale. Et Sarah, vous la sentez comment en ce moment pour la finale? Sarah est très bien dans le travail, il n'y a aucun souci dans son investissement. Après, pour revenir sur ce que vous disiez, c'est sûr que mathématiquement c'est fait, Lyon sera champion. Maintenant, je pense que ça serait une erreur de ne pas considérer ce match contre Beaumont, parce que la meilleure façon d'arriver en confiance et en forme dans 10 jours, enfin dans un peu plus d'une semaine, c'est déjà de faire un bon match contre Hénin, et puis de répéter certaines choses, même si, comme on l'évoquait en début, il n'y a pas forcément peut-être autant de ballons qu'elle aura à négocier lors de la finale, mais c'est déjà se préparer comme elle le fait depuis le début de saison
jouer tous les matchs à fond et j'espère que tout se passera bien pour nous et qu'on finira la saison en beauté. Vous pensez qu'il pourrait y avoir un piège dans la préparation de cette finale, justement, en laissant un peu le match Hénin de côté? Un piège, oui et non, parce qu'il y a quand même des places à gagner. Donc, comme je disais, pour le poste de gardienne, la hiérarchie est définie, donc c'est un petit peu différent. Mais au niveau des joueuses, je ne pense pas que le coach ait encore, même s'il a certainement une forte idée, mais peut-être qu'il a encore quelques incertitudes et que le comportement et la performance de certaines joueuses pourraient l'influencer pour le 11 qui débutera contre Paris. Donc, il y a déjà cet aspect-là. Et puis il y a aussi que le match aura lieu à Gerland, que c'est l'occasion pour le district de rassembler des licenciés féminines, donc de donner une bonne image du foot féminin aux petites, à leurs parents. Donc il y a aussi cette responsabilité-là sur le dos des filles et je pense que de toute façon elles ont tout intérêt à faire un bon match. Donc oui, piège, parce que forcément je pense qu'on a dans un coin de la tête la finale. Après ils ont des responsabilités à tenir lors de ce match et comme je vous dis, leur performance est également importante. Donc, mais cette finale en fait va se préparer dans l'objectif de faire une bonne finale. Je pense que ce qui est important à travers ce que vous dites, c'est de bien préparer ce prochain match et ne pas justement tomber dans une certaine facilité pour votre gardienne et vos joueuses de l'Olympique Lyonnais. Oui, bien sûr. Et puis c'est vrai que on est en fin de saison, les organismes sont quand même fatigués. Donc en plus de ça, je pense que d'avoir cette finale uniquement dans la tête, d'y penser uniquement, ça peut être aussi le meilleur moyen peut-être pour se blesser. Vous savez, quand vous avez envie de lever un petit peu le pied, et puis qu'en face, il y a une équipe de Nambono qui va jouer sa vie en première division, si on n'est pas à 100%, c'est aussi un risque de blessure. Donc à la fois pour bien préparer, comme vous disiez, psychologiquement cette finale, mais également pour leur intégrité physique, il faut qu'elle soit à 100% et qu'elles abordent ce match de la meilleure façon possible. Je vois que le temps passe, donc j'avais encore, moi personnellement, en tant que spécialiste du foot féminin, et c'est vrai qu'en plus nous commençons vraiment, vous inaugurez, sachez que vous inaugurez en fait la première émission, la première invitée, vraiment consacrée, pour une émission vraiment consacrée purement au foot féminin. Et nous allons commencer. Donc d'ailleurs, vous pouvez prévenir tous les staff typiques et les joueuses que, en fait, on espère les avoir aussi. Moi personnellement, c'est vrai que j'espère. Il y a aussi, on espère pour la radio avoir des accréditations pour couvrir la finale à Ville de Lumière et peut-être même pour les entraînements sur le terrain la veille. Donc c'est vrai que nous allons commencer vraiment, c'est pour ça que je suis arrivé, parce que le foot féminin est important, devient de plus en plus important, et donc j'ai le plaisir, moi, d'avoir été contacté par Ville de Lumière pour animer maintenant une émission hebdomadaire à Ville de Lumière, spécifiquement dédiée au foot féminin. Donc j'aurai sûrement l'occasion de vous proposer de revenir. J'espère que vous aurez suffisamment apprécié cette interview pour accepter une prochaine fois. Parce que c'est vrai qu'on aurait pu parler du départ de Patrick Flair, de tas de choses. Donc je finirai peut-être une petite question qui vous l'est. Pour vous, le score de la finale, pour vous, ce sera quoi? 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Mais au moins une victoire. Oui, d'accord, très bien. Mais écoutez, je vous remercie. Et puis, j'espère, moi personnellement, j'espère vous rencontrer sur le terrain, aux abords du terrain, dès la fin de semaine prochaine, si on obtient nos accréditations et le droit d'interviewer, de photographier aussi pour le match.
Et puis, en tout cas, je serai en tout cas présent à la finale avec Edith Opal, sauf que ce sera peut-être dans les tribunes. Mais en tout cas, j'espère vous voir bientôt et puis vous recevoir une prochaine fois sur Ville de Lumière, pardon. Et puis, je vous remercie infiniment pour votre amabilité, pour le temps que vous avez pris. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation, puis une bonne chance pour la finale. C'est gentil, merci. Merci à vous, Olivier. Merci. Au revoir.